Donc nous allons maintenant aborder un autre sujet. Nous allons ouvrir des horizons vers la Méditerranée et l'Afrique. Nous avons beaucoup parlé de croissance tout au long de cette journée et nous allons maintenant parler de croissance dans une autre région du monde, la Méditerranée et l'Afrique, en se posant la question de savoir si la croissance maintenant se trouve dans cette partie du monde, dans cette région que l'on traite bien souvent, mais sous un angle parfois émotionnel, événementiel, mais pas forcément sous cet angle de la croissance, d'où l'intérêt de cette rencontre de cette fin d'après-midi. Et nous allons profiter de la présence de 3 intervenants pour aborder cette question. Donc, pour faire face à la crise profonde que traversent les pays du Nord, du Sud et de l'Est de la Méditerranée, il convient bien évidemment de repenser les conditions du développement politique et économique de cette région. Et donc, c'est ce sujet que nous allons aborder. Tout d'abord avec Jean-Christophe Debar, qui est directeur de FARM. Que veut dire FARM? C'est une fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde. Et la fondation part d'un constat qui est que l'insécurité alimentaire augmente dans le monde, d'où la nécessité, bien évidemment, de soutenir les agriculteurs du Sud et leur organisation. Et donc Jean-Christophe Debar va nous parler de l'Afrique subsaharienne, région dans laquelle des indicateurs sont au vert, donc ça vaut la peine d'en parler, mais qu'en est-il exactement de cette réalité, de ces indicateurs? Est-ce que nous sommes en train de sortir de l'afro-pessimisme dont on a parlé pendant des années, dirais-je même pendant des décennies? Et dans cette région, bien évidemment, le monde rural est confronté à d'énormes difficultés, à d'énormes défis, et l'agriculture a un rôle majeur à jouer. Et donc, je laisse la parole à Jean-Christophe Debar pour nous parler de ce sujet. Merci. Il y a beaucoup de raisons, en effet, de s'intéresser à l'Afrique, et à l'Afrique subsaharienne en particulier. Pour aller très vite, j'en en mentionnerai au moins une, qui est le fait que le monde de demain sera de plus en plus africain. Au sens où, quand on regarde les perspectives de croissance démographique d'ici à 2050, on aura 1 milliard d'Africains en plus, c'est-à-dire pratiquement la moitié de l'augmentation totale de la population mondiale attendue d'ici à 2050, puisqu'on passera de 7 milliards d'habitants aujourd'hui à 9 milliards. Donc sur les deux, il y en aura 1 milliard qui seront en Afrique. Mais il y a bien sûr bien d'autres raisons. Vous l'avez dit, on est en train probablement de sortir de ce qu'on peut qualifier effectivement traditionnellement d'afro-pessimisme. Au fond, si on va très très vite, parce que l'Afrique c'est grand et qu'en généralisant nécessairement, on perd beaucoup de nuances, mais enfin, démarrons comme ça, l'Afrique est en train d'émerger. Traditionnellement, quand on parlait de pays émergents, mis à part l'Afrique du Sud, eh bien, pratiquement, il n'y avait pas ou très très peu de pays africains. C'est en train de se faire. Les clignotants, ou beaucoup de clignotants économiques sont au vert. Qu'on parle de la croissance économique, on est à un taux de croissance autour de 5-6% par an. C'est bien mieux qu'à quelques années. Mais regardons également les investissements, regardons également le désendettement du continent, bien d'autres encore paramètres. Tout ça va véritablement dans le bon sens. Et ça se traduit finalement par la constitution d'une classe moyenne qui semble correspondre à peu près donc, au schéma de développement qu'on a connu dans les pays émergents plus récemment, et puis finalement avant dans les pays aujourd'hui développés. Bon. Donc un tableau global, encore une fois, il faut s'en réjouir, c'est important, qui suscite l'optimisme. Mais, et c'est évidemment ce qui intéresse d'abord la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, dans ce tableau qui se rosit, il y a un point noir. Il y a un point noir important, c'est que le monde rural, agricole en particulier, je vais y revenir, mais le monde rural est à la traîne. Le monde rural, il ne faut pas s'y tromper, c'est beaucoup plus, en moyenne, c'est autour de 60% de la population. Et donc c'est la grande majorité de la population dont le niveau de vie est très très pauvre, dont le niveau de vie donc voit plutôt ces écarts se creuser avec le monde dit urbain. Et encore une fois, dans ce contexte général plutôt positif, il y a là quelque chose de véritablement préoccupant. On sait que, quand on dit traditionnellement, l'Afrique souffre de malnutrition, de pauvreté et de la faim. En réalité, les 3/4 des personnes affectées par la faim, par la très grande pauvreté, sont des ruraux. Voilà. Ce sont essentiellement des petits paysans et tout petits paysans, parfois ce qu'on appelle les paysans sans terre, qui sont touchés. Or, ce monde rural
va être soumis dans les toutes prochaines années, dans les prochaines décennies, à un défi démographique, j'en ai parlé, tout à fait important. Plus de la moitié des personnes qui vont entrer sur le marché du travail dans les prochaines décennies seront du monde rural. Donc ils ont besoin de trouver des emplois il y a là quelque chose véritablement qui peut donc poser problème. Alors, dans ce contexte-là, l'agriculture, quel rôle à jouer? L'agriculture a un rôle, à notre sens, majeur à jouer dans le processus de développement en général, que l'on parle de sécurité alimentaire, bien sûr, mais que l'on parle, on l'oublie parfois, or, je pense que c'est un point tout à fait important, de création d'emplois. Alors, ça paraît surprenant, l'agriculture, création d'emplois. Regardons les choses un petit peu plus largement, raisonnons en termes de filières. Filière agricole, agroalimentaire, probablement un gros gisement d'emplois se trouve dans les filières agro-industrielles, agroalimentaires, qui, jusqu'à présent, sont dans un état assez, disons, assez perfectible. Voilà. Alors, l'agriculture, donc, a un rôle important à jouer, mais malheureusement, il se trouve que les principaux indicateurs de l'état de santé de l'agriculture africaine sont assez lamentables, assez mauvais. À commencer par la productivité. Je vous le disais, 60% de la population active qui travaille dans l'agriculture, mais qui ne produit que 20% du PIB. Donc ça vous situe les énormes écarts donc, de productivité. C'est dommage à plus d'un titre, bien sûr, d'abord à cause pour le niveau de vie de cette énorme partie de la population, mais c'est aussi dommage parce qu'il y a des débouchés. Il y a une croissance urbaine très forte et donc une croissance alimentaire. L'Afrique est déjà aujourd'hui en situation de déficit alimentaire, elle importe beaucoup plus que ce qu'elle consomme. Or, on sait qu'elle a un énorme, en tout cas un très fort potentiel de production. Elle est donc capable, si de bonnes politiques sont mises en œuvre, de bonnes politiques capables de susciter l'investissement privé, l'Afrique est donc capable de se nourrir beaucoup plus correctement et d'assurer une beaucoup plus grande part de son alimentation. Voilà, c'est le point central sur lequel j'aimerais ici attirer votre attention. Une situation délicate dans le monde rural et agricole, en même temps un énorme potentiel de production qui appelle véritablement de manière importante et urgente la mise en place de bonnes politiques. Un dernier mot pour finir, un dernier mot. Je crois également qu'on s'intéresse à l'Afrique parce qu'elle nous interroge sur notre propre modèle de développement. Et je ne peux pas m'empêcher ici de remarquer que certains aimeraient, me semble-t-il, de par leurs déclarations et leurs publications, faire de l'Afrique en quelque sorte le laboratoire d'un monde rural rénové, en tout cas à leur manière, à leur vue, d'une nouvelle voie, c'est en tout cas parfois ce qu'ils disent, et de citer et de beaucoup argumenter autour d'autres systèmes de production. Alors, d'autres systèmes de production en agriculture, de citer souvent le terme ou l'expression d'agroécologie pour opposer cette agroécologie à des voies plus traditionnelles de modernisation. Il y a des choses très intéressantes dans l'agroécologie. Il y a énormément à apprendre. Mais je pense qu'il serait très regrettable d'opposer cette expression à une modernisation peut-être plus traditionnelle, une intensification peut-être plus traditionnelle, qui inclut notamment le rôle des biotechnologies, et qui me semble, à court terme en tout cas, peut-être prometteur de davantage de moyens véritablement pour sortir de la pauvreté. Donc attention à ne pas projeter sur l'Afrique, compte tenu de son stade de développement, des images peut-être un peu trop occidentalisées qui sont en réalité un fantasme de notre part plus qu'autre chose. Merci beaucoup pour cette première intervention qui, je pense, va susciter des débats. Ce que je vous propose, c'est qu'on va entendre les 3 interventions et nous laisserons un moment à la fin donc, de ces 3 interventions pour que vous puissiez intervenir et poser les questions qui vous intéressent, puisque ce sujet, à mon avis, va et bien évidemment interpeller sur les questions qu'elle pose. Alors, je vais tout de suite donner la parole à Radi Medeb.
Radi Meddeb, qui est président d'IPMED, l'Institut de prospective économique méditerranéenne, mais qui est également fondateur de l'association Action et Développement Solidaire en Tunisie. Et donc Radi va nous parler aussi de la question de la croissance en Afrique, des conditions du développement aussi, parce que est-ce que la croissance n'a jamais fait simplement le développement, donc c'est intéressant de s'interroger sur ce que veut dire et la relation de ces deux termes, croissance et développement, et peut-être aussi des fragilités de cette croissance en Afrique. C'est à vous, Radi, pour une dizaine de minutes. Merci Agnès. Agnès m'a présenté comme, et c'était notre accord, président d'IPMED et d'une association en Tunisie, mais en fait, je me rends compte qu'il y avait une autre casquette qui aurait pu être utile dans la présentation, c'est que je dirige un ensemble de bureaux d'études en Tunisie, qui est basé en Tunisie, mais qui travaille essentiellement sur l'Afrique et qui réalise 85% de son chiffre d'affaires sur l'Afrique. Donc je connais un peu l'Afrique, je cours l'Afrique en permanence. Et ça me permet de porter un regard qui n'est pas nécessairement celui du think tank que je préside, IPMED, mais qui est, puisque IPMED travaille surtout sur la Méditerranée, mais qui va au-delà de la Méditerranée et qui concerne l'Afrique. Cela étant dit, aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine sans que nous ayons un grand journal économique qui parle de l'Afrique, qui dise l'Afrique c'est le nouveau dragon, l'Afrique c'est le réservoir de croissance dans le monde, etc. Et c'est une réalité, puisque si je dois citer quelques chiffres, je dirais que d'après le Fonds monétaire international, le PIB des 48 pays d'Afrique subsaharienne a cru en moyenne entre 5 et 7% depuis 2003, ce qui est quand même remarquable. Sur la dernière décennie, 6 des économies les plus actives en termes de croissance à l'échelle mondiale sont des économies africaines, 6 sur 10. Qu'aujourd'hui, en 2012, il y a 5 pays africains qui vont faire mieux que la Chine en 2012 en termes de croissance, qu'il y a 24 pays africains qui vont, sur les 48 qui vont faire mieux que l'Inde. Donc c'est quand même exceptionnel. On n'a pas suffisamment pris la dimension de cette croissance africaine. Et alors, mais cette croissance africaine change, elle évolue. Elle était tirée jusque-là par des investissements publics, essentiellement dans les infrastructures, dans la lutte contre la pauvreté, contre la malaria, et elle était tirée donc par des financements multilatéraux, des financements internationaux d'aide au développement jusqu'en 2006. 2006, c'est un croisement, puisque les investissements privés deviennent plus importants que les financements d'aide internationale, et qu'aujourd'hui, les investissements privés représentent 2 fois le montant de l'aide internationale sur l'Afrique. Aujourd'hui, de nouvelles modalités de croissance se mettent en place et de nouveaux gisements de croissance également se mettent en place en Afrique. Donc, indiscutablement, l'Afrique est un potentiel qui commence à s'exprimer aujourd'hui. Et elle est en ce sens courtisée par toutes les grandes puissances. Ce potentiel est toutefois frappé de certaines faiblesses et de certaines fragilités qui, si l'Afrique n'y fait pas attention, risque de grever son développement sur les années à venir. Ce que je veux dire, c'est que la croissance n'a jamais fait le développement seul, et Agnès a bien fait de le rappeler. Moi, j'ai beaucoup observé depuis 2 ans ce qu'on a appelé les printemps arabes. Je préfère personnellement parler des réveils arabes plutôt que des printemps, parce que les printemps supposent une succession de saisons et inéluctablement l'entrée en hiver. Donc, je préfère parler des réveils, parce que les réveils on peut se réveiller d'un cauchemar, on peut se réveiller d'un beau rêve, et on peut mettre longtemps à se réveiller et puis à prendre la mesure de la réalité. Je trouve qu'il y a des similarités entre ce qu'a vécu le monde arabe et l'Afrique du Nord sur les 10 dernières années et ce que vit actuellement l'Afrique. Parce que souvenons-nous, dans le monde arabe, on avait dit, et dans l'Afrique du Nord, la région qu'on a tendance à appeler, qu'on a l'habitude d'appeler MENA, Middle East, North Africa, on nous avait dit pendant longtemps, le monde arabe et MENA se réveillent, renouent avec la croissance. Je ne vais pas rappeler les chiffres, mais grosso modo, entre 2003 et 2007, un petit peu avant la crise, la région a montré une grande capacité à attirer des investissements directs extérieurs, a montré une capacité à avoir une croissance soutenue et durable. On est un peu dans la même situation aujourd'hui en Afrique. Et puis on s'est réveillé d'un cauchemar tout d'un coup, et on s'est rendu compte qu'il y avait des ingrédients qui manquaient. Eh bien, j'essaye de porter ce même regard aujourd'hui sur l'Afrique et de dire ce qui me semble présenté comme fragilité en Afrique aujourd'hui, c'est que la croissance, on en a besoin pour faire du développement,
Mais à côté de la croissance, il faut 3 autres ingrédients. Il faut des institutions, il faut de la gouvernance et il faut de l'inclusion. Et ce sont là les 3 fragilités principales en Afrique. Je ne vais pas m'étendre là-dessus beaucoup, mais je veux donner quand même quelques éléments. L'Afrique est confrontée aujourd'hui à des défis. Certains de ces défis pourraient être tournés en opportunités, mais aujourd'hui, ce sont des défis. Je prends quelques chiffres. Le premier de ces défis est la jeunesse de l'Afrique. Aujourd'hui, l'âge moyen d'un Africain, c'est 18,6 ans. En Afrique du Nord et Middle East, MENA, il est de 25 ans. Donc, c'est encore plus jeune que là. Et qui dit jeunesse, dit aspiration à l'emploi, dit aspiration à de meilleures conditions de vie, surtout une jeunesse de plus en plus éduquée et une jeunesse de plus en plus connectée à travers le monde. Et je vais donner quelques chiffres également sur ces connexions et sur cette éducation. Aujourd'hui, moins de 40% des jeunes en âge d'y prétendre en Afrique accèdent à l'enseignement secondaire. Donc, il y a des grandes limites à cette éducation dont je parle. L'analphabétisme chez les adultes est extrêmement étendu. C'est un phénomène qui peut toucher dans certaines régions du continent jusqu'à 64% de la population adulte, au-delà de 15 ans. C'est absolument énorme. Est-ce que c'est avec ça qu'on va rentrer dans le 21e siècle, le siècle de la société du savoir? Dans le monde arabe, ce n'est pas très différent. La moyenne dans le monde arabe est de 40% d'analphabétisme. Hein, c'est aussi dramatique. En 2010, la jeunesse africaine, c'est-à-dire entre 15 et 24 ans, représentait 14% de la jeunesse mondiale, de la même tranche d'âge. Cette proportion passera à 40% en 2100. Donc, la jeunesse du monde, l'Afrique sera la jeunesse du monde à terme. En 2050, 21% de la force de travail dans le monde sera en Afrique. 21%. C'est beaucoup. Alors qu'aujourd'hui, ça représente à peine 10%. Donc, je disais, cette jeunesse est de plus en plus éduquée, elle est branchée sur les outils de la modernité et de la technologie. En 2000, je vais citer 3 chiffres. En 2010, c'est-à-dire hier, le nombre de téléphones portables en Afrique était à peine de quelques millions de téléphones portables. Aujourd'hui, l'Afrique compte 750 millions de téléphones portables et en 2016, on dépassera le milliard de téléphones portables en Afrique. Les téléphones portables ont montré, à travers les 2-3 dernières années, mais pas uniquement dans les régions où il y a eu des soulèvements, ont montré qu'ils pouvaient être à la fois les outils de l'entrepreneuriat, mais aussi les outils de la révolution. Donc le choix pour l'Afrique, pour moi, sur les 10 prochaines années, et peut-être plus court, sera entre se lever et se soulever. La croissance seule, donc je disais, ne crée pas le développement et je disais qu'il y avait des problèmes de gouvernance. Je voudrais citer quelques chiffres ou quelques données qui permettent de poser des jalons. Un rapport récent de McKinsey, qui date de cet été, dit qu'aujourd'hui en Afrique, il y a 382 millions de populations actives ou en âge de l'être. Sur les 382, 275 millions sont soit au chômage, soit occupés de manière informelle, un emploi informel, c'est-à-dire 80% n'ont pas ce qu'appelle le président de Gallup dans un livre remarquable que je viens de lire et qui s'appelle La prochaine guerre sera celle de l'emploi, et dans lequel il dit que demande le monde? Il demande des good jobs. Ils n'ont pas ces good jobs dont on parle. À l'échelle mondiale, il n'y a que 40% de la population mondiale active qui a accès à un good job. On définit ce que c'est qu'un good job, etc. Mais le propos n'est pas là. En Afrique, c'est à peine 20% aujourd'hui. Un autre chiffre, c'est que d'ici 2020, c'est-à-dire demain, je pense que l'essentiel de cette salle sera là en 2020, d'ici 2020, la population active africaine s'accroîtra de 122 millions de demandeurs d'emploi supplémentaires. Le même rapport McKinsey dit que l'Afrique ne sera pas en mesure de créer plus de 54 à 72 millions d'emplois. Ça veut dire qu'il est programmé que l'Afrique, si elle ne change pas de modèle de développement et de gouvernance, il est programmé que l'Afrique compte 50 à 70 millions de chômeurs supplémentaires. C'est dramatique. Alors, un autre indice très rapide, la Fondation Ibrahim Mo,
qui est une fondation qui porte le nom d'un billionnaire soudanais qui a décidé de mettre beaucoup d'argent au service de la gouvernance en Afrique. Et il a appelé ça Fondation pour la gouvernance en Afrique. Ça fait 3 ans qu'ils refusent d'attribuer leur prix, qui est de 5 millions de dollars, à un ancien chef d'État qui aurait quitté le pouvoir de manière sereine, paisible et démocratique. Eh bien, ils n'en trouvent pas depuis 3 ans. 5 millions de dollars. Ça veut dire que, ne quittant pas le pouvoir, les enjeux sont plus importants. Voilà, a contrario, voilà ce que ça veut dire. Alors, bon, je ne vais pas vous inonder de chiffres, je suis obligé de m'arrêter assez rapidement. Moi, je dis que l'Afrique a besoin de s'amarrer à une région plus large, une région développée plus large, économique plus large. Et la région la plus naturelle, c'est l'Europe et la Méditerranée. Et aujourd'hui, on ne va pas nécessairement dans cette orientation-là. Des entreprises de la Méditerranée, du nord de la Méditerranée, de la Méditerranée et de l'Afrique du Nord, je veux dire, des entreprises marocaines, tunisiennes également, renouent avec leur africanité, investissent en Afrique, trouvent des gisements de croissance en Afrique. L'Afrique compte des success stories aujourd'hui. Je voudrais citer un exemple uniquement, mais je peux en multiplier les exemples. C'est une banque universelle africaine, partie d'un petit pays qui est le Togo, Ecobank. Ecobank aujourd'hui a un bilan qui pèse 18,5 milliards et des actifs qui pèsent 18,5 milliards de dollars. Elle collecte 13 milliards de dollars de dépôts. Elle est présente dans 32 pays et emploie 22 000 personnes. Pendant ce temps-là, et d'ailleurs Ecobank ne fait que récupérer chaque fois que possible, pendant ce temps-là, les banques françaises, par exemple, systématiquement quittent l'Afrique. Elles préfèrent se concentrer sur des marchés vieillissants, marqués par la spéculation et le court-termisme. L'avenir de la région me paraît inéluctable dans un rapprochement entre l'Europe et l'Afrique, mais les logiciels qui ont commandé les relations entre le nord et le sud de la Méditerranée jusque-là doivent changer. On doit passer de logiciels hérités d'une rente coloniale à des logiciels d'une recherche de compétitivité commune et d'un positionnement commun dans la globalisation. Et je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Radi. Je retiens, il y aurait beaucoup de choses à retenir, mais c'est vrai qu'il y a un mot, le mot de gouvernance, que vous avez utilisé et qui me permet de faire la jonction avec l'intervention de Martine Benayoun, qui est vice-présidente de la LICRA, en charge de la prospective, et qui, elle, justement, va nous parler aussi de ces aspects juridiques, de comment mettre en place une meilleure gouvernance et comment repenser ce partenariat dans une conscience partagée et avec la notion d'éthique qui, bien évidemment, doit être abordée lorsque l'on parle de partenariat entre les deux rives de la Méditerranée jusqu'à l'Afrique. C'est à vous, Martine, pour une dizaine de minutes également. Merci bien. Alors, à la question que nous nous posons depuis ce matin, dans quel monde vivons-nous ? Eh bien, je rajouterai en fin de journée, et si l'Afrique était l'avenir du monde ? Alors que l'Afrique a longtemps collectionné les fardeaux, objet de compassion, on l'a plaint, on l'a pleuré, on l'a dénoncé, on l'a maltraité, on l'a sous-estimé. Aujourd'hui, un basculement décisif s'opère sur le continent, un continent engagé sur la voie du renouveau, on vient de le voir, de l'entendre. Tous cherchent à rechercher l'Afrique en face, comme s'il était encore temps de la reconnaître, comme nous y invitent d'ailleurs très bien Jean-Michel Severino et Olivier Rey dans Le Temps de l'Afrique. L'Afrique est devenue dans les médias le continent qui gagne. On observe des investissements étrangers directs en hausse, avec des flux d'investissements qui ne proviennent plus seulement des pays traditionnellement sources d'investissement, mais aussi et surtout de la Chine, de l'Inde, de l'Amérique du Sud. Donc personne ne doit sous-estimer l'émergence économique de l'Afrique, qui est une terre d'avenir, une terre d'asile, qui sait. Donc une terre qui suscite, dans tous les cas, des convoitises mondiales, la Chine et l'Inde, je viens de le préciser, mais également le Brésil, la Turquie, Israël. Pourquoi donc l'Europe n'est-elle pas, elle aussi, dans la course, alors que certains des experts démontrent que l'Europe, en crise, ne pourra s'en sortir qu'avec l'aide des pays du Sud, dont l'Afrique. La croissance économique en Afrique est une bonne nouvelle, et pour Pascal Lamy, c'est même la seule bonne
et belle nouvelle dans ce contexte de crise mondiale. Je dirais que c'est une belle performance africaine, effectivement, mais c'est également une très belle déclaration. Cependant, si les fruits de la croissance ne sont pas partagés et ne parviennent pas aux populations, eh bien cette croissance, aussi louable qu'elle soit, ne sera pas durable, et c'est là le risque majeur. Une partie trop grande de la population, surtout les jeunes, reste encore exclue de cette croissance qui ne crée pas suffisamment d'emplois, pas suffisamment de richesses pour les populations locales. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso en février 2011, où la protestation sociale est devenue politique. Alors investir en Afrique, oui, d'autant que la croissance est au rendez-vous. Investir en Afrique, oui, d'autant que l'Afrique dispose de richesses et d'atouts incontestables. Investir en Afrique, oui et 3 fois oui, car l'Afrique repose aussi de plus en plus sur des ressorts internes portés par une forte croissance démographique et une urbanisation sans précédent. Et selon les chiffres même de la BAD, la Banque africaine de développement, 40% des Africains vivent en zone urbaine, ce qui signifie qu'ils ont besoin évidemment de logements, d'infrastructures, etc., etc. Donc les besoins du continent sont immenses pour accompagner ces changements profonds, et évidemment les entreprises étrangères ne s'y trompent pas en investissant sur ces nouveaux marchés de consommation et sur l'émergence de classes moyennes. Mais il faut aussi garder à l'esprit que ces changements ne doivent pas occulter la persistance de blocages politiques dans de nombreux pays, voire même trop souvent de systèmes politiques construits sur un modèle de corruption acharné, exemple le Cameroun. Voilà donc une Afrique qui vit ou revit, mais qui est condamnée pour survivre à réformer d'urgence son modèle de société, car au-delà de l'économie, eh bien, c'est aussi sur le champ de sa culture démocratique que l'Afrique de demain consolidera sa modernité. C'est pourquoi, bien que les indicateurs économiques aillent dans le bon sens, que l'Afrique est bel et bien en marche, que l'on observe des avancées indiscutables avec l'adoption de plusieurs nouvelles constitutions, une diminution des conflits, une généralisation de l'instruction, etc., etc., il convient de se mobiliser sur 1. La durabilité de la croissance sur le plan économique, 2. Le respect des droits et l'accompagnement juridique des investissements étrangers en Afrique, et 3. Eh bien, il est venu le temps de réviser, de repenser les partenariats avec une conscience collective qui doit nous inciter à travailler différemment, d'égal à égal, dans une éthique, avec une éthique et une responsabilité partagée dans le respect et l'application du droit. Alors, ce travail a déjà été largement engagé, puisque pendant des années, pendant toutes ces années de guerre, de catastrophes, et malgré toutes ces difficultés, eh bien, des personnalités africaines, et notamment dans le monde du droit, ont travaillé dans l'ombre et ont réussi à proclamer de nombreux textes et créer des institutions nouvelles, ayant conscience qu'un déficit juridique ne pouvait et ne peut d'ailleurs qu'encourager le ralentissement des investissements et dissuader les opérateurs économiques. Donc on peut saluer désormais des avancées dans le domaine de la justice pénale internationale. L'Afrique a également montré sa capacité à inventer des réponses qui prennent en compte ses traditions en développant certaines formes de justice dites transitionnelles avec les commissions vérité et réconciliation, et ce dans plus de 25 pays. Et enfin, et grâce à l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, donc grâce à l'OHADA, qui institue une harmonisation du droit des affaires et la création d'un système unique de contrôle et de règlement des différends, eh bien, les États d'Afrique francophone, en tous les cas, 17 pays d'Afrique francophone ont ratifié ce traité, ont donc réussi à réduire le risque d'insécurité juridique et judiciaire qui freinait alors les investissements étrangers. Donc plus qu'une évolution juridique, c'est une révolution juridique qui est en cours sur le continent africain. Il est certain que cette modernisation, notamment dans le cadre légal des affaires en Afrique, ne résout pas tous les problèmes, mais elle constitue un progrès considérable, en tous les cas une avancée historique. Et j'insiste sur ce nouveau droit des affaires parce que la sécurisation des investissements est un facteur de paix sociale et l'amélioration
de l'investissement des affaires est un indicateur de bonne gouvernance et donc de développement économique. En fait, tout est lié. Donc encore une fois, bien que les données économiques vont dans le bon sens, les défis en termes de sécurité alimentaire, d'emploi, de santé ne pourront être menés qu'avec l'intervention d'investissements bien encadrés, le respect du droit et le respect des droits. Ensuite, il est bien beau de proclamer des droits, mais encore faut-il leur donner de la consistance avec plus d'effectivité et plus de durabilité. Et c'est pourquoi il convient de travailler à une articulation, me semble-t-il, entre sécurité juridique et développement durable, entre droits humains et développement durable, ou plutôt entre droits de l'homme et développement durable. Les droits de l'homme, c'est aussi permettre aux populations de coopérer, de créer, de dialoguer d'égal à égal, de s'épanouir, de travailler dans des conditions dignes et durables. Et c'est aussi cela, la sociabilité, la dignité et la capacité. Les droits de l'homme, il faut accepter de les revisiter, non pas pour remettre en question l'indivisibilité ou l'universalité des droits, certainement pas, mais les adapter à la réalité du monde. La politique de la chaise vide ne nous permettra pas d'être influents ni d'agir pour un monde meilleur. Saisissons donc, je pense, ces belles opportunités dans le cadre de partenariats structurés et équitables. Plus personne ne doit sous-estimer l'Afrique subsaharienne et c'est là que vont se jouer de nouvelles batailles d'influence. Donc l'Afrique a émergé, c'est incontestable, dans la conscience de nombreux pays. Toutes les mutations ne sont pas achevées. On entre dans un nouveau paradigme. L'Afrique évolue par le haut et vers le haut. Je crois qu'il est urgent de voir l'Afrique autrement, de vivre l'Afrique autrement, d'en saisir l'essence et au passage la croissance. Mais il faut le faire dans les meilleures conditions, dans le respect des personnes et l'éthique des affaires et la transparence et la bonne gouvernance. Donc les outils existent. Il faut désormais la volonté politique de laisser aux nouvelles voies la possibilité de s'élever, parce qu'il y a des combats juridiques, économiques, géopolitiques à mener et des personnes prêtes à les conduire. Donc je pense que l'Afrique sera probablement notre chance. Et pour terminer mon intervention, permettez-moi un petit clin d'œil cinématographique, un petit clin d'œil en citant le film du cinéaste béninois Sylvestre Amoussou, Africa Paradis. C'est un film plein d'humour qui raconte une Afrique prospère, très en vue pour les immigrants en quête de fortune, d'une vie meilleure, mais une Afrique qui n'est plus en mesure, d'accueillir la misère du monde. Voilà un scénario utopique et tellement irréaliste qu'en 2006, son réalisateur ne trouvait absolument pas les financements. Bon, 6 ans plus tard, en 2012-2013, qui sait si les producteurs ne s'arracheraient pas le scénario tant il s'approche petit à petit de la réalité. Donc voilà un film qui illustre le renversement des pôles, le basculement du monde, des capitaux du Sud pour sauver les entreprises du Nord et voir une terre d'asile, qui sait. Merci beaucoup. Alors nous allons pouvoir commencer ce débat sur cette note d'espoir, et d'ailleurs note d'espoir que l'on retrouve dans les 3 interventions qui viennent de vous être proposées, avec bien évidemment sans cacher la réalité et des questions qui se posent, et les fragilités également ont été tout à fait abordées, donc il ne s'agit pas d'avoir une image idyllique de ce qui peut se passer au sud de la Méditerranée. Néanmoins, il me semble que les 3 interventions suscitent de l'intérêt, et je vois déjà des mains se lever pour poser vos questions. Donc je vous demanderai de faire des interventions, des questions assez courtes pour qu'on ait le temps d'en prendre le plus possible et que chacun trouve satisfaction. Merci. Donc il y a une personne là. Merci, je suis M. Patrick, économiste de formation, chercheur également. Je vous ai tous bien suivis avec beaucoup d'attention, avec des présentations riches en chiffres, en indicateurs, la BAD-APCC, la Banque mondiale, les FMI, mais c'est bien. La croissance en Afrique, c'est un sérieux problème. Moi, je pense que la croissance en Afrique, quelque chose qui doit être en appui par rapport à la croissance en Afrique, c'est la bonne gouvernance. Aujourd'hui, l'Afrique,
la bonne gouvernance est presque inexistante. C'est difficile. Il y a des réalités en Afrique telles que vous allez voir. Facilement, après 48 heures, on peut devenir millionnaire puisqu'on est parent ou membre de la famille présidentielle. On devient millionnaire. Il y a un sérieux problème en Afrique. Et si nous ne faisons pas beaucoup d'efforts, si nous ne faisons pas attention, ces chiffres resteront dans l'histoire parce que le FMI avait prédit en 2006, 2007, 2008, et nous allons arriver en 2025, nous allons dire le FMI avait prédit et que ça reste aujourd'hui, en 2025, chiffré sur papier. Pourquoi j'ai dit ça? Quand vous voyez le croît démographique, comment est-ce que ça a évolué en Afrique et la croissance économique ne suit pas. C'est aussi un sérieux problème. Et en tant qu'Africains, nous devons voir comment est-ce que la capacité d'absorption, n'est-ce pas, c'est concilié avec la capacité de production. Merci, monsieur. Vous avez une question? C'est juste un commentaire? C'est juste un Merci petit beaucoup, commentaire. et qui va dans le sens d'ailleurs des interventions qui ont été faites tout à l'heure avec la question sur la gouvernance. On va prendre une autre question. Il y a un monsieur juste derrière vous. Oui, bonjour. Je suis entrepreneur. On a eu un atelier sur l'Europe tout à l'heure qui disait que 159 millions d'immigrés seront nécessaires à l'horizon 2025 en Europe. Tout à l'heure, vous nous avez dit que 120 millions de demandeurs d'emploi sont prévisibles en Afrique en 2020. Donc j'en déduis qu'il y a un flux migratoire, si on ne fait rien, d'à peu près 120 millions de personnes, ou peut-être un peu moins les emplois créés en Afrique, qui étaient de 54 millions. Donc un flux migratoire d'environ 70 millions d'Africains qui risquent d'arriver en Europe d'ici 2025 si on ne fait rien. Quelle est votre recommandation par rapport à cette question? Faut-il investir massivement en Europe pour faire travailler ces travailleurs immigrés et relancer nos économies européennes? Ou faut-il investir en Afrique pour faire travailler ces employés, ces salariés dans leur pays, au risque de voir notre vieille Europe continuer à gérer sa crise? Merci beaucoup, monsieur. Je pense que Radi, tu devrais avoir des choses à dire sur, Oui. sur le sujet. Oui, très bonne question, mais la réponse n'est pas dans l'alternative que vous avez proposée. À mon avis, la réponse est dans une plus grande solidarité dans la région globalement entre le nord et le sud de l'Europe, entre l'Europe et l'Afrique. En termes quantitatifs, il peut paraître évident qu'il y a des moins d'un côté, des plus de l'autre, et donc il peut y avoir des adéquations. Mais la réalité est plus complexe que cela. D'abord, il y a une réalité qualitative, et ensuite, il y a une réalité de la liberté de mouvement des personnes entre les régions. Nous savons tous que l'Europe est une citadelle qui se ferme de plus en plus, et qui n'est pas ouverte, et elle s'organise pour faire face aux flux migratoires, et elle n'en veut pas. Et les quelques hommes politiques européens qui ont pu faire des annonces différentes à un moment ou à un autre en sont revenus assez rapidement face à la réalité de la situation. Je le rappelais il y a 2-3 ans à Alain Juppé, je lui ai dit: Monsieur le Premier ministre, vous vous souvenez, vous aviez écrit un article dans Le Monde en première page en 1995 dans lequel vous disiez l'Europe a besoin de s'ouvrir parce que l'Europe vieillit, elle a besoin d'importer de la main-d'œuvre. Dans la réalité, l'Europe ne pourra pas continuer à produire ce qu'elle produit aujourd'hui. Moi, je m'amuse à voir des responsables européens français s'escrimer dans tous les sens pour essayer de maintenir en France de la production de soutien-gorge le Jabi. Ça ne sera jamais rentable et ça ne sera jamais compétitif par rapport à ce qu'on fait en Tunisie, mais ce qu'on fait surtout en Chine, ce qu'on fait au Vietnam et ailleurs. Et dans la course effrénée du monde à la baisse des salaires, malheureusement, et à la réduction des avantages sociaux accordés, la France, ce n'est pas son positionnement. Je pense que l'objectif du développement, c'est d'élever le niveau de vie des populations, c'est de donner plus de moyens, etc. Et donc,
l'Europe, à mon avis, dans une liaison solidaire avec une région plus large qui peut être l'Afrique, qui peut être dans un premier temps la Méditerranée et dans un second temps, mais à venir dans l'Afrique, doit pouvoir, par des colocalisations entre le nord et le sud de la Méditerranée, permettre de créer plus d'emplois de plus haute valeur ajoutée dans le nord de la Méditerranée et de monter en gamme de manière à ce que, dans une approche solidaire entre le nord et le sud, ce nouvel ensemble se positionne de manière plus efficace et plus compétitive par rapport au reste du monde. Voilà comment je vois les choses, dans une plus grande solidarité. Mais malheureusement, aujourd'hui, la solidarité n'existe même pas au sein de l'Union européenne, puisque je vois et j'écoute des politiques européens menacer des entreprises européennes de leur retirer les avantages qu'ils leur ont accordés parce qu'elles ont osé se positionner au sein de l'Union européenne, dans d'autres pays de l'Union européenne. Je pense notamment à l'industrie automobile et son positionnement dans des anciens pays PECO, etc. Alors que, par ailleurs, l'analyse m'amène à dire que le positionnement de Renault à Tanger relève d'une vision extraordinaire, et c'est ça le chemin du développement, d'un développement solidaire entre le Nord et le Sud. Jean-Christophe, vous voulez dire quelque chose? Oui, si on regarde ces questions-là sous votre angle, monsieur, au fond, moi, il me semble qu'on peut dire que dans l'avenir, une bonne partie de la croissance des emplois en Europe dépendront du pouvoir d'achat, finalement, du niveau de vie en Afrique, que l'on parle du Moyen-Orient ou de l'Afrique subsaharienne. Donc j'aurais tendance, moi, plutôt à insister sur les énormes besoins internes de capitaux, d'investissement. Donc, je parlais du monde agricole ou du monde rural parce que c'est notre sujet de prédilection. Et puis, je pense que réellement, compte tenu du poids dans la démographie et du gisement de création de richesses, ce secteur est complètement sous-estimé. Ça s'améliore un petit peu, mais il a fait l'objet pendant des décennies non seulement d'un sous-investissement, mais pire, d'une certaine manière, presque d'un mépris, ou en tout cas d'un véritable biais urbain, comme on le dit souvent, et qui s'est traduit par un sous-investissement. Donc, vous savez, je crois que donc une partie de l'avenir de l'Europe dépend de la façon dont on arrivera à répondre pour l'Afrique à la question quel est l'avenir d'un jeune Africain en monde rural, quelles sont ses opportunités d'avoir une vie à peu près décente et une vie meilleure que celle qu'il aurait pu y avoir il y a simplement quelques années. Aujourd'hui, répondre à cette question-là, si on arrive simplement à avancer un petit peu dans ces questions-là, je pense que ça aura aussi des effets positifs en Europe. Martine Benayoun, un mot peut-être. Je voulais simplement ajouter vous apporter une petite information et dire que en Afrique, les migrations internes sont 7 fois plus importantes que les migrations internationales, et que le continent africain, à lui tout seul, représente un système migratoire avec des pôles d'attraction plutôt vers l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Et c'est vrai que les milliers de morts aux frontières de l'Europe dissuadent de plus en plus des hommes et des femmes. Et surtout, vous savez qu'il y a surtout beaucoup de mineurs maintenant qui se sauvent de l'Afrique, et beaucoup de femmes aussi. Et si vous me permettez une seconde, dire que c'est d'ailleurs un grave problème, parce que les femmes africaines migrent de plus en plus, elles fuient les violences. Or, en Afrique, les femmes, qui sont des grandes travailleuses, sont au cœur du développement, et qu'elles représentent, je crois, 70% des travailleurs agricoles, et qu'elles produisent 80% de la production alimentaire. Donc c'est une vraie question, la question des migrations internes au sein de l'Afrique et aussi au niveau international. Voilà, merci. C'est une information. Il y a madame derrière, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonjour. Deux petites questions. Je voulais savoir où en était le processus mort-né peut-être de l'Union pour la Méditerranée, l'UPM. Et puis deuxième question, la question que vous posez, la croissance est-elle au sud? Est-ce que les Chinois ne se sont pas déjà posé la question il y a quelques années, qui ont déjà racheté des terres arables en Afrique? Est-ce que l'Europe n'a déjà pas pris du retard par rapport à la Chine, justement? Jean-Christophe, sur la question agricole, vous voulez répondre?
Et après, je passerai la parole à Radi sur l'Union pour la Méditerranée. Alors c'est bien certain, il suffit de se promener un petit peu en Afrique pour voir dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, au moins, cette présence chinoise renforcée. Ça ne veut pas dire que ça se passe toujours facilement. Vous évoquez le cas d'achat de terre, mais même indépendamment de ça, il y a des difficultés. Cela dit, oui, c'est vrai, il y a probablement une vision, en tout cas de la Chine, par rapport à l'Afrique, en termes beaucoup plus simples, peut-être même un peu brutaux, au fond. Investissement, récupération de matières premières. On n'est parfois pas très loin d'un certain schéma colonial renouvelé à la sauce chinoise, si je puis dire. Mais enfin, il y a probablement beaucoup à dire là-dessus. Donc, voilà, il y a ce constat d'une présence forte avec des visées chinoises, mais qui doivent renouveler, je pense, notre approche. Alors, il y a l'approche économique, l'investissement croisé, et puis il y a l'approche de tout ce qui ressort des politiques de développement. Et ce qui est très vaste, je veux dire, ça met en jeu non seulement les montants d'aide et à qui on donne et pourquoi faire, à la part de l'agriculture et encore dans les autres secteurs. Ça met également en cause, si vous voulez, alors non pas, je ne vais pas parler de l'Union pour la Méditerranée, je laisserai ça à mon voisin, mais simplement quand on parle par exemple de la construction des accords de partenariat économique, APE, entre donc l'Europe et l'Afrique subsaharienne, enfin les pays ACP, donc une bonne partie de l'Afrique subsaharienne. Bon, on est aujourd'hui dans une posture, en quelque sorte, que l'on dit imposée par l'OMC. Ça reste à préciser néanmoins, voilà, où on force, d'une certaine manière, regardons les choses comme ça, ces pays à s'ouvrir complètement à l'Europe. Est-ce que c'est franchement le meilleur moyen pour susciter, pour consolider, démarrer une croissance chez eux ? On peut pour le moins en débattre. Donc je crois que voilà, à beaucoup d'égards, dans notre approche, il y a des choses à revoir, à discuter. Oui. Radi, quelques mots rapides. Oui, rapide, quelques mots. Je voudrais quand même commenter sur la relation Chine-Afrique très rapidement. La Chine s'est positionnée sur l'Afrique dans un schéma très simple, simpliste, effectivement. C'est un échange, c'est un swap, comme disent les financiers, c'est un échange. Infrastructure, je vous finance des infrastructures contre des ressources naturelles. Et je ne porte pas de jugement sur votre gouvernance. Je traite avec les États. Et ce n'est pas prétentieux de ma part de le dire, parce que c'est démontré. Je réserve quelques subsides aux gouvernants à verser là où ils veulent. Ce n'est pas mon problème, c'est eux qui le décident. Et je mets la main sur les ressources naturelles du pays. Alors les ressources naturelles, ça concerne les terres, ça concerne les gisements, le pétrole, etc., le bois, tout ce que l'on veut. Hein. Et donc c'est un modèle de croissance, peut-être qui crée de la croissance, peut-être, mais qui ne crée certainement pas de développement, parce qu'il génère des inégalités absolument extraordinaires, des frustrations absolument extraordinaires dans les pays. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, le choix pour l'Afrique, c'est entre se lever et se soulever. Ce n'était pas une boutade, on en parlera sur... Et aujourd'hui, l'Afrique est traversée d'ailleurs par des problèmes majeurs. Quand on regarde de l'océan Atlantique à l'océan Indien, il y a toute une bande où on voit se soulever des rébellions dites islamistes, mais qui, dans la réalité, sont une remise en cause des États en place, parce que refusant les discriminations nées d'une mondialisation débridée en Afrique aussi. Il y a cette vision-là aussi que l'on peut avoir de la région. Il y a beaucoup à dire sur les inégalités en Afrique, sur les problèmes de redistribution des richesses et des fruits de la croissance. Très rapidement maintenant sur l'Union pour la Méditerranée. L'Union pour la Méditerranée, très clairement, est un processus en panne. Est un processus en panne d'abord parce qu'il est mal né. Il est mal né parce qu'on en a fait un processus politique au départ. Et souvenez-vous, au départ, c'était l'Union méditerranéenne. Ça s'était fait contre l'Allemagne. L'Allemagne n'en a jamais voulu. Or, qui c'est qui est capable de mettre la main à la poche en Europe pour apporter de l'argent? Il n'y a que l'Allemagne, grosso modo. Il n'y avait que l'Allemagne à ce moment-là. Donc, faire une union méditerranéenne contre l'Allemagne et demander à l'Allemagne de financer à travers les financements européens, c'était destiné à l'échec. Aujourd'hui, l'Europe est rentrée dans une phase où elle est désargentée, où elle a d'autres préoccupations. Le processus politique est en panne, mais le processus économique est en marche.
parce que le processus économique ne relève pas des États, il relève des opérateurs économiques entre le Nord et le Sud, et il y a une vraie cohérence à construire cette région, et elle est en construction. Et quand je citais tout à l'heure l'exemple de Tangemed, c'est un exemple parmi tant d'autres de points de suture entre le Nord et le Sud de la Méditerranée dont on a besoin et qui se font sans grand bruit, sans grand tapage. Je vais citer 2-3 exemples comme ça très rapidement. La boucle électrique méditerranéenne qui est en train de se construire, l'immense projet Desertec porté par les Allemands au départ et qui devient euro-méditerranéen aujourd'hui, qui consiste à aller produire dans le sud de la Méditerranée de l'énergie solaire et à la transporter, à la partager entre le nord et le sud. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est en marche sur le plan économique, mais c'est en panne sur le plan politique. Alors, il nous reste exactement 2 minutes. La cloche vient de sonner, si je puis dire. Donc, monsieur, tout de suite. Alors, vraiment, je vous demande d'être très, très rapide. Et on va prendre deux ou trois en même temps et je laisserai les intervenants répondre. Allez-y. Bonjour. Donc, Mohamed Ly. Je suis consultant système d'information à Paris, fondateur d'un parti politique social-démocrate au Sénégal. J'ai quitté le monde politique et je me suis donné un objectif très ambitieux et très inédit de créer un think tank chez moi. Donc IPOD, Innovation Politique et Démocratique. Je vous remercie donc de vos interventions. J'essaierai de ne pas être prolixe. Je suis sénégalais. Il n'y a aucun soupçon de conflit d'intérêts. J'ai une carte de séjour. Quand on parle de ces sujets-là, nous sommes les premiers interpellés. Il n'est plus question qu'on préempte nos questions, les solutions qui nous intéressent et qu'on nous propose des solutions. Nous y sommes. Très rapidement, ce que je voudrais dire sur certains sujets et vous rassurer, quand monsieur a parlé de laboratoire du monde rural rénové, que peut-être l'Afrique comptait sur nous, on ne laissera pas faire. Nous ne sommes pas un laboratoire. Nous sommes des pays qui naissons, qui sont de jeunes États vieux de 50 ans, pour certains, et le mien, j'en suis très fier, qui sont en train de mettre des processus démocratiques qui vont arriver à maturité, qu'il faut aider de façon désintéressée à ce que l'on retrouve ce que disent les institutions de Bretton Woods, une certaine forme de normalisation, de formalisation, et c'est ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Et j'apprécie l'intervention de Mme Benayoun qui a été d'une clarté et d'une articulation qui m'a beaucoup touché et qui touchait nos réalités. Et Monsieur Medjez, pour tout le respect que j'ai pour vous, j'ai quand même une incongruité qui m'a beaucoup amusé, mais peut-être que c'est très culturel. Vous avez souvent parlé d'Afrique et on sous-entendait l'Afrique subsaharienne. Vous en avez sorti le Maghreb, c'est bien dommage, parce que l'Afrique, c'est le Maghreb, c'est l'Afrique occidentale, c'est l'Afrique de l'Est et c'est l'Afrique du Sud. Et nous tous, nous devons travailler dans l'Union africaine-là, et avec des unions intégrées au niveau de ces sous-régions. Par exemple, nous sommes en train de réussir une union monétaire, bien sûr, basée sur le franc, aussi vieux que notre colonisation, avec l'OADA, vous en avez parlé, madame, avec l'UEMOA, la CEDEAO, des formalisations de nos États. C'est ça, c'est à ces questions-là qu'il faut nous aider à répondre, à amener des solutions. Et je vous assure que, monsieur, nos problèmes ne sont pas des problèmes ruraux aux citadins. En France, on ne pose pas un problème de Parisiens et de profession. Nous avons des problèmes d'État. Nous avons des problèmes de politique. Nous avons des problèmes de mise en place, de bonne gouvernance. J'ai écrit dernièrement 3 articles, des amis ont eu peur au Sénégal, ils m'ont dit « tu te shootes à quoi ces temps-ci » J'ai dit non, je me suis juste bien inspiré. J'ai écrit avant-hier, et ça a été publié dans tous les sites sénégalais, sur « recréons nos villes », que nos gouvernements puissent avoir une approche de développement durable, que cette approche-là, au-delà de ce qu'on peut dire de solidarité et d'autres, nous n'avons pas besoin qu'on nous tienne la main, mais nous savons comment le mettre en place. Parce qu'après avoir fait 15 ans dans des pays aussi comme ceux-là, je sais juste pour terminer, pour intégrer le développement durable, donc chez nous et en termes de mentalité, je ne demande pas qu'on rééduque chaque Sénégalais, mais je sais une chose, si au Sénégal, à la DCMP, là où on parle des marchés publics, on intègre le développement durable dans la commande de l'État, je sais que ce soit Vinci, Bouygues ou quelqu'un d'autre qui viennent pour soumissionner à une autoroute à péage ou un aéroport à construire, même si on a une vision
assez pessimiste sur l'Afrique. Si on veut récupérer nos milliers d'euros pour faire ces travaux-là, vous serez obligé de répondre à des cahiers de charges demandant d'intégrer beaucoup de choses de développement durable et tout. Donc, merci. Pour faire court, merci, juste pour vous dire, oui, la croissance, elle est au sud. Nous merci. la prenons, nous l'assumons. Juste pour finir, il ne faut pas oublier, nous avons ce qu'on appelle le cercle de feu autour du Sénégal. Nous avons l'AQMI qui arrive, le Mali qui est tombé, qui était un exemple de démocratie. Si monsieur il a encore ses 5 milliards, je lui rappelle qu'au Sénégal, Léopold Sédar Senghor a laissé le pouvoir en 81 à Abdou Diouf, qu'il a lui-même laissé à Abdoulaye Wade en 2000, après une élection. Et c'est dommage que vous n'ayez pas donné les 5 milliards à Abdoulaye Wade, parce que chez moi, il y a une alternance en 2012, et Abdoulaye Wade a quitté le pouvoir pour le donner à Macky Sall sans qu'il soit dans un même parti politique. Donc je pense qu'il y a des choses qu'il faut dire sans une vision misérabiliste de cette Afrique-là, et nous demandons toute votre attention pour nous aider à nous développer de façon endogène. Merci. Merci beaucoup. Je vais laisser une phrase à chacun d'entre vous pour conclure cette table ronde, parce que ça y est, nous avons déjà dépassé le temps. Donc une phrase chacun pour conclure. N'oubliez pas l'agriculture. Radi, une phrase. Bon, Martine. Écoutez, moi je prône pour un partenariat éthique et équitable. Et c'est tout ce que je peux dire. Bravo. En une seconde. Et Radi, une dernière phrase. Oui, très rapidement, je dirais que l'Afrique, et si j'ai fait la différence entre Afrique subsaharienne et Afrique du Nord, c'est parce qu'aujourd'hui, la croissance est en Afrique subsaharienne. Elle n'est pas en Afrique du Nord. L'Afrique du Nord est en panne, toute l'Afrique du Nord. Et c'est la seule raison pour laquelle j'ai fait le commentaire et la différence. Mais si je devais dire une phrase pour conclure, je dirais l'Afrique est pleine de potentiel et de promesses aujourd'hui, mais il y a des menaces qui pèsent et il faut faire attention à ces menaces. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à ce soir pour écouter.